bonjour et bienvenue à tous. Cette séance est destinée aux élèves baccalauréat sciences techniques comme matière, c'est la génie mécanique. Dans cette séance, nous allons aborder le thème de la fonction transmission de mouvement et on va commencer et on va traiter la première partie, c'est-à-dire la première leçon, transmission de mouvement sans transformation et sans modification de la vitesse angulaire. Bon, on va expliquer sur un dessin ici comment on va transmettre ce mouvement sans la modifier. Bon, on voit ici qu'on a à notre origine un moteur électrique qui va nous donner un mouvement de rotation, c'est-à-dire énergie sous forme de rotation avec une vitesse bien déterminée. Et à la sortie, on a une vitesse de sortie est égale à la vitesse d'entrée et avec le même type de mouvement, c'est-à-dire on aura ici un mouvement de rotation avec la même vitesse. Bon, pour commencer, on va proposer un problème qui consiste à transmettre un mouvement de rotation entre un arbre moteur et un arbre récepteur situé dans le même prolongement. Bon, pourquoi on insiste sur le mot même prolongement? Parce qu'on a vu en troisième technique qu'on peut transmettre un mouvement de rotation entre un arbre moteur et un arbre récepteur qui sont éloignés, c'est-à-dire ne sont pas dans le même prolongement. Et on a vu qu'on peut utiliser ce qu'on appelle le dispositif poulie-croix ou pignon-chaîne. D'accord? Bon, pour mieux comprendre le problème, on va utiliser un exemple réel. Vous avez ici une pompe centrifuge. Bon, une pompe centrifuge, c'est un dispositif qui nous amène à aspirer de l'eau d'un niveau bas à un niveau haut avec un débit bien déterminé. Bon, cette pompe, pour remplir sa fonction globale, elle a besoin d'une énergie à l'entrée. C'est une énergie mécanique de rotation qui a les caractéristiques suivantes. Une vitesse de rotation qui est supérieure ou égale à 1200 tours par minute et un couple nécessaire aussi qui doit être supérieur ou égal à 15 Nm. C'est pour cela qu'on a adopté un moteur électrique à ce niveau-là qui a les caractéristiques suivantes. Une vitesse d'entrée de 1500 tours par minute munie d'une puissance de 3 kW. Bon, rapidement, est-ce que notre moteur va répondre aux conditions imposées par la pompe? On va voir. On voit ici que la vitesse 1500 elle est nettement supérieure à 1200 tours par minute. Le point de vue de puissance, est-ce qu'elle va donner un couple supérieur à 15? Tout simplement, on connaît la formule ou la relation entre la puissance, couple et vitesse de rotation. La formule dit que P, la puissance, est égale à C fois oméga. Donc, pour déterminer notre couple, il suffit d'appliquer la formule C est égal à P sur oméga et on trouve que notre moteur va produire un couple de 19 Nm qui est nettement supérieur au couple imposé par la pompe. Bon, maintenant le problème essentiel, comment on va transmettre l'énergie de rotation produite par le moteur vers la pompe? Bon, tout simplement, théoriquement et logiquement, dans ce cas, il suffit de lier, c'est-à-dire faire une liaison entre les deux arbres. Mais techniquement, on va utiliser un dispositif ou un mécanisme qui s'appelle accouplement. Bon, une fois on a accouplé l'arbre moteur et l'arbre récepteur, dans ce cas, on voit que notre mécanisme va remplir sa fonction. Bon, maintenant, comme on a vu, notre cours aujourd'hui va se rapporter sur les accouplements permanents. Pourquoi on parle de permanent? Parce que, dans ce cas, on ne peut pas isoler l'arbre moteur de l'arbre récepteur, sauf si on va faire ce qu'on appelle un démontage complet du mécanisme. Bon, comme définition, et comme on a vu précédemment dans notre problème, ces accouplements sont utilisés pour transmettre un mouvement de rotation entre un arbre moteur et un arbre récepteur situés dans le même prolongement, comme on a indiqué précédemment. Bon, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le symbole. Pourquoi le symbole? Parce que vous connaissez qu'en mécanique, on représente beaucoup de schémas cinématiques dans lesquels on représente les symboles des liaisons tels que liaison pivot ou glissière, etc.
Maintenant, dorénavant, si on trouve des accouplements, on va mettre le symbole. Ici, vous avez le symbole général des accouplements et on va voir par la suite que chaque type a un symbole bien déterminé. Voilà. Maintenant, une fois on a accouplé l'arbre moteur et l'arbre récepteur, pratiquement, on sera en face de cet état-là. Bon, si on regarde précisément à ce niveau-là, on remarque que l'arbre moteur et l'arbre récepteur ne tournent pas rond. D'où il parvient ce mauvais fonctionnement, il parvient des défauts d'alignement des arbres. Bon, ce défaut, il va provoquer ou il a pour conséquence la défaillance des paliers, c'est-à-dire au niveau de guidage en rotation, s'il y a palier lisse ou il y a déroulement. Aussi, à une grande vitesse, on a une vibration importante. La même chose, on peut détériorer ou il y aura une défaillance au niveau de joint. Bon, pour remédier à ce problème, on doit savoir quels sont les défauts qui existent dans le cas d'un accouplement entre un arbre moteur et un arbre récepteur situé dans le même prolongement, et on passe à l'étude des alignements des arbres. Voilà. Le premier cas qu'on peut trouver, c'est le cas parfait, c'est le cas idéal. Entre l'arbre moteur et l'arbre récepteur, il n'y a aucun défaut d'alignement. Donc, regardez, c'est le cas idéal. Bon, par la suite, on peut avoir ce qu'on appelle un décalage ou un désalignement radial. Radial suivant le rayon, donc les deux axes restent parallèles, mais ils s'éloignent. Donc, on l'appelle désalignement radial DR. Le deuxième défaut qu'on peut avoir, ou un déplacement de l'arbre suivant l'axe. Donc, les deux axes restent dans le même prolongement, mais il y a ce qu'on appelle désalignement axial DA. Le troisième défaut qu'on trouve ici, comme ça se voit, c'est un désalignement suivant un angle, donc on l'appelle un désalignement angulaire d'alpha. Et enfin, à ce niveau-là, on peut avoir un défaut sous forme d'un écart angulaire en torsion. Voilà. Pour remédier à tous ces problèmes, on va voir quels sont les types d'accouplement utilisés. Donc ici, on va voir les types d'accouplement. Généralement, ici, on distingue trois familles. Pourquoi généralement? On va voir par la suite qu'il y a d'autres types. Bon, il y a la première famille où se trouvent les accouplements rigides, donc qui assurent un encastrement entre les arbres, les rendant coaxiaux. Par la suite, il y a les accouplements élastiques qui permettent d'accepter certains désalignements et décalages des arbres. Par la suite, des accouplements positifs, ou on l'appelle flexibles aussi, qui n'acceptent pas d'élasticité en torsion. Bon, on va définir un par un par la suite. Voilà. On va commencer par l'accouplement rigide. Bon, ce type d'accouplement exige un alignement parfait ou un alignement correct entre l'arbre moteur et l'arbre récepteur. C'est-à-dire, on ne peut pas utiliser ce type d'accouplement s'il y aura un défaut d'alignement entre les arbres. Aussi, on va revenir au symbole de l'accouplement rigide. Bon, on utilise le symbole général comme on a vu précédemment et on ajoute deux croix ici. Une croix à l'entrée et une croix à la sortie. C'est le symbole d'un accouplement rigide. Bon, l'objectif de notre leçon aujourd'hui, c'est de déterminer les solutions constructives. On va avoir un bagage technique pour déterminer les solutions constructives. On passe maintenant aux solutions. Bon, on trouve, d'une manière générale, une solution très simple. Vous avez l'arbre moteur ici et l'arbre récepteur qu'on voit en 3D, l'arbre récepteur, l'arbre moteur, et on utilise un manchon. On l'appelle une douille. Bon, c'est quoi un manchon? C'est une pièce cylindrique creuse ou un tube métallique. Bon, la première solution qu'on peut utiliser, on peut faire un ajustement avec serrage. Vous voyez ici, ajustement serré entre l'arbre moteur et le manchon, aussi entre l'arbre récepteur et le manchon. Bon, ici, la transmission, elle est faite par adhérence. On peut utiliser une deuxième solution. Donc, on va mettre l'ajustement entre l'arbre moteur et l'arbre récepteur, un ajustement glissant, et on peut ajouter des cordons de soudure. Mais dans ce cas, la solution, elle va nous amener à ce qu'on appelle un encastrement non démontable. La troisième solution, on peut presque utiliser la même chose, mais au lieu de cordon de soudure, on peut utiliser une colle spéciale pour faire l'assemblage entre l'arbre moteur et l'arbre récepteur. Une autre solution dans laquelle on va utiliser des pièces rapportées, toujours notre manchon
et on va apporter des goupilles. Bon, ici, on dit que les extrémités des arbres sont ajustées dans un manchon, on l'appelle douille aussi, puis goupillées. Bon, vous voyez ici, l'arbre récepteur, l'arbre moteur, donc sont ajustés dans un manchon, puis goupillés. Donc, on va mettre deux goupilles, c'est-à-dire deux pièces cylindriques montées dans des plans orthogonaux, d'accord? Ces deux pièces vont transmettre le mouvement de rotation entre l'arbre moteur et l'arbre récepteur. On dit ici que les deux goupilles travaillent au cisaillement et offrent une certaine sécurité en cas de surcharge. On peut l'appeler fusible mécanique. Comme dans le cas de fusible électrique, s'il y a une surcharge de courant électrique, le fusible saute. La même chose ici, dans le cas de transmission par goupille, on peut avoir, s'il y a une surcharge au blocage, il y aura cisaillement à ce niveau d'une des goupilles, comme ça on peut libérer les deux arbres de cette surcharge. C'est pour cela que les goupilles doivent être bien calculées de point de vue matière et de point de vue diamètre pour transmettre un couple bien déterminé. Bon, on peut voir cette animation en 3D pour mieux comprendre. Vous avez le manchon qui comporte deux perçages. Voilà la première goupille, deuxième goupille. Voilà le montage. Ici, on peut transmettre un mouvement de rotation entre un arbre moteur et un arbre récepteur. Une autre solution constructive, on va utiliser manchon et clavette. Donc toujours, vous avez le manchon, mais au lieu de goupilles, on va utiliser deux clavettes, comme vous voyez ici, dans les deux vues. Vous voyez, deux clavettes, l'une sur l'arbre, l'autre sur le moteur. Et ici, vous avez des vis de pression. Bon, pourquoi les vis de pression? C'est pour maintenir l'ensemble et ne pas avoir de ce qu'on appelle démontage. Dans ce cas, comme pour les goupilles, il est nécessaire de dimensionner correctement une clavette afin qu'elle puisse transmettre le couple. C'est-à-dire, on ne va pas utiliser des gros clavettes ou des petits clavettes, mais elles sont calculées de la même manière pour transmettre un couple bien déterminé. Bon, comme on a dit précédemment, les vis de pression maintiennent les éléments de transmission. Bon, on va voir dans cette animation. Vous avez l'arbre récepteur, l'arbre moteur. Voilà les deux clavettes, le fameux manchon avec la rainure qui va recevoir la clavette, et vous avez les vis de pression qui vont maintenir l'ensemble. Et au cours de rotation, vous voyez, la transmission, elle est faite entre les deux arbres et on construit dans ce cas un accouplement rigide. Voilà, on passe à notre accouplement, le fameux accouplement à plateau. Ici, c'est un accouplement très utilisé. Bon, il est précis, résistant. Ici, on parle de résistance, c'est-à-dire il peut transmettre un couple important à ce niveau-là. Bon, la transmission de couple est en général obtenue par une série de boulons ajustés. Donc, vous voyez ici qu'on a environ 8 boulons. Donc, ajustés, c'est-à-dire il n'y a pas de jeu à ce niveau-là, sur ce qu'on appelle le montage des boulons, c'est-à-dire la vis, le diamètre de la vis, et le diamètre intérieur des plateaux. Bon, précis, on voit ici qu'il y a un emboîtement, on peut utiliser la solution, un emboîtement entre les deux plateaux, ou on peut, dans la deuxième solution, déplacer l'un des arbres qui va obliger les deux plateaux à être coaxiaux. Bon, le défaut ou l'inconvénient de cet accouplement, c'est qu'il est encombrant radialement. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire il demande de l'espace ici, donc un grand diamètre. Voilà une photo réelle ici. On va voir une petite animation. Voilà un plateau qui est sur l'arbre moteur. Le deuxième plateau, la fixation ici avec 6 boulons, c'est-à-dire 6 vis et 6 écrous. Voilà, donc l'animation, on peut transmettre un couple important. Et voilà. Bon, maintenant on passe à notre type. Maintenant, plateau et goupille. Bon, messieurs, quelle est la différence entre l'utilisation des goupilles avec les manchons ou les plateaux? Bon, c'est tout simplement pour augmenter le couple. Parce que si on utilise un manchon, on ne peut utiliser que 2 goupilles. D'accord? Dans ce cas, on peut utiliser un certain nombre de goupilles, 3, 4, 5, ça dépend de couple à transmettre. Voilà, la transmission de couple est en général obtenue par une série de goupilles ajustées
Bon, utilisé pour des couples importants suivant le nombre de copies. Vous voyez ici, suivant le nombre de copies, on peut transmettre un mouvement à une puissance bien déterminée. Comme on a dit précédemment, ces accouplements doivent avoir des arbres bien alignés. C'est pour cela qu'on a ici, comme on a vu précédemment, un emboîtement entre les deux plateaux. Bon, on peut voir dans cette animation, voilà, l'emboîtement ici entre le moteur et le récepteur, et vous voyez l'emplacement des goupilles ajustées pour avoir un accouplement rigide. Voilà. Avec cet exemple, on a terminé avec les accouplements rigides. On va passer maintenant aux accouplements élastiques. Alors, toujours, comme vous le voyez, on va commencer par le symbole. Voilà le symbole de l'accouplement élastique. Bon, comme le nom l'indique, vous avez des éléments élastiques interposés entre deux plateaux ou manchons liés aux deux arbres à accoupler. La déformation des éléments élastiques compense les défauts d'alignement dus aux imperfections de montage ou de fabrication. Bon, ceci nous amène à ce qu'on appelle compenser tous les défauts, c'est-à-dire les 4 défauts qu'on a vus précédemment, ils peuvent être compensés par ces types d'accouplement. Bon, l'élément élastique est constitué de matériaux tels que le caoutchouc, l'élastomère ou ressort métallique. Donc on voit ici qu'il y a ce qu'on appelle le caoutchouc, l'élastomère, et vous avez ce qu'on appelle forme de ressort métallique. On va étudier un par un. Le premier, c'est un accouplement, on l'appelle accouplement flector. Vous voyez ici, vous avez le manchon métallique ici de l'arbre moteur, l'arbre récepteur. Entre les deux, il y a ce plateau qui peut être en caoutchouc ou en élastomère. Donc c'est une pièce déformable et la transmission se fait à travers elle. La même chose, on peut avoir une autre forme de plateau, donc deux plateaux en élastomère, et on va voir dans cette animation l'accouplement flecteur. Donc on va monter le premier manchon avec clavetage, voilà. Maintenant, milieu de 3 vis, et on va monter la membrane ou le plateau ici en noir, à ce niveau-là. Et voilà, et comme ça on peut transmettre le mouvement de rotation, c'est à travers ce plateau, à travers cette pièce qui est déformable, et comme ça elle peut compenser tous les défauts. Voilà. Bon, le suivant, on peut avoir ce qu'on appelle accouplement à griffes. Bon, comme le nom l'indique, il a des griffes ici. D'accord ? Ce type d'accouplement est destiné à compenser les déplacements axiaux, radiaux et angulaires. Aussi amortir les chocs dans une transmission. Bon, on a plusieurs modèles, vous voyez ici, mais toujours il y a une pièce intermédiaire entre les deux parties métalliques. Cette pièce, elle peut être en caoutchouc, comme ici, ou en élastomère. Bon, on peut voir cette petite animation, voilà, les deux manchons à ce niveau-là, et vous avez entre les deux la pièce en élastomère. Bon, on regarde ici, vous avez deux axes, donc il permet le désalignement angulaire, vous voyez, entre vert et bleu. Donc il peut aussi permettre un décalage radial, vous voyez, dans les deux sens. Et vous regardez ici qu'il permet un décalage axial, vous voyez. Bon, on va refaire ça parce que c'est très important. Bon, une fois on a fait l'assemblage pour la transmission, on peut voir que cet accouplement va permettre un décalage angulaire ou des alignements angulaires, vous voyez, dans les deux sens. Maintenant, un décalage radial, vous voyez, dans les deux sens. Et il peut nous permettre, vous regardez ici, un décalage axial. Voilà. Un autre type, ce qu'on appelle accouplement à gaine flexible. On est toujours dans les accouplements élastiques. Bon, cet accouplement est composé d'une ou plusieurs membranes disposées à la demande et liées par vis aux deux flasques. Bon, on remarque ici, il y a une seule membrane, ici il y a deux, ici il y a trois. C'est pour augmenter ce qu'on appelle le défaut d'alignement. Bon, on peut voir ici, à ce niveau-là, que la transmission entre l'arbre moteur ici en bleu et l'arbre récepteur aussi en vert, il est fait à travers la pièce 5. Donc ici, c'est du vide, à ce niveau-là. Donc à travers la pièce 5, on peut transmettre le mouvement. Et c'est une pièce déformable. Cette pièce, c'est elle qui va subir tous les défauts et transmet le mouvement convenablement. Voilà. On va voir cette petite animation.
manchon à gaine flexible. Vous voyez le montage. Donc, vous avez deux flasques ici, deux manchons. Voilà. Donc, ici pour le montage et le remontage. Bon, ce type d'accouplement peut aussi transmettre un couple important, suivant la grandeur. Et voilà comment on peut transmettre. Et comme on a dit précédemment, la transmission, elle est à travers cette pièce. C'est-à-dire, elle n'est pas métal-métal, mais plastique-métal. Bon, les suivants, on va voir ce qu'on appelle la même chose, un manchon radiaflex. Bon, l'accouplement est composé de plusieurs plots élastomères liés par vis aux deux flasques. Bon, ici, c'est utilisé pour transmettre des couples importants ici. Comme on le voit, vous avez ici deux flasques. Et entre les deux, il y a des plots en élastomère. La même chose, la transmission ici, c'est du métal, entre la pièce 1 et la pièce 9. Et entre les deux, la pièce 5, elle est en métal déformable. Ou, ce n'est pas en métal, mais en matière déformable, soit en caoutchouc, soit en élastomère. Et toujours, c'est elle qui va récupérer ou subir ce qu'on appelle les défauts d'alignement. On va voir une petite animation. Voilà les plots en élastomère ou en caoutchouc. Et la transmission se fait à travers ces éléments. Bon, le dernier exemple, ce qu'on appelle l'accouplement Panamish multibine. Bon, c'est un accouplement métallique, vous voyez, c'est tout en métal. Bon, comment on va voir une pièce métallique qui est déformable ou élastique? Donc, on va créer une forme de ressort à ce niveau par un profilé hélicoïdal, forme de ressort, généré par usinage d'une gorge en hélice débouchante dans un tube cylindrique. Vous voyez, donc, sous forme de ressort, et on va voir l'animation suivante. Voilà, c'est une pièce totalement métallique. Voici les gorges, la forme de ressort, et voilà, elle peut transmettre le mouvement tout en compensant les déformations ou les désalignements ou les défauts que peut avoir entre l'arbre moteur et l'arbre récepteur. Voilà. Avec cet exemple, on a terminé avec les accouplements élastiques. Maintenant, on va passer à notre type. Ce sont les accouplements positifs, ou on l'appelle aussi flexibles. Bon, tout simplement, comme c'est indiqué, ces accouplements proches des accouplements élastiques, acceptent certains défauts d'alignement à l'exception de l'écart angulaire, c'est-à-dire ne permettent pas l'écart angulaire, c'est-à-dire la torsion. Bon, on peut trouver ce qu'on appelle l'accouplement à souffler, le fameux joint d'Oldham, où on peut avoir ce qu'on appelle accouplement à denture bombée, ou on peut avoir aussi le fameux joint de Cardon. Bon, on va étudier un par un. On va commencer par l'accouplement à souffler. La même chose, on peut voir ici au cours de fonctionnement un désalignement, vous voyez, angulaire, vous voyez, dans les deux sens. Vous voyez. Un désalignement radial, vous voyez, dans les deux sens, voilà, tout en étant métallique. Donc, c'est un accouplement à souffler et il entre dans les accouplements positifs. Mais on ne peut pas avoir ce qu'on appelle un écart angulaire en torsion. Le deuxième exemple, on a dit joint d'Oldham. Bon, la transmission entre deux arbres présentant un décalage radial, DR. Bon, la transmission est homocinétique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire aucune variation de vitesse entre l'arbre moteur et l'arbre récepteur. Bon, dans le marché, on peut trouver plusieurs modèles. Bon, vous avez toujours, on a deux plateaux ou deux manchons de chaque côté, l'une sur l'arbre moteur, l'autre sur l'arbre récepteur. Bon, pour la conception, par exemple, ici, on a une pièce presque carrée. Dans cette conception, on trouve une noix entre deux plateaux. Bon, sur cette noix, on trouve deux rainures. Et ici, vous avez des languettes sur l'une des plateaux. On peut avoir une troisième conception et on peut avoir une autre conception comme ce joint d'Oldham. Bon, tout d'abord, vous voyez qu'il y a un décalage radial entre l'arbre moteur et l'arbre récepteur. C'est-à-dire les deux arbres sont un peu éloignés mais parallèles. Et la noix ici en rouge au milieu, c'est elle qui comporte des languettes et les deux plateaux
il comporte des rainures. Donc c'est une autre conception. Bon, le défaut de cet accouplement, qu'il ne peut pas produire une ou transmettre une grande vitesse. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, il y a un déséquilibre. À grande vitesse, il y aura ce qu'on appelle une très grande vibration. Donc, il est utilisé pour les faibles vitesses. On passe maintenant à l'accouplement à denture bombée. Vous voyez le symbole ici, à ce niveau-là. Bon, il supporte des alignements angulaires d-alpha et axiaux dA. Bon, modérés, c'est-à-dire on ne peut pas augmenter, obtenus grâce à la forme bombée de la denture. Bon, si on regarde à ce niveau-là, vous voyez la forme bombée de la denture, ici. Donc, c'est elle qui va permettre ce qu'on appelle le décalage angulaire et un décalage axial. Bon, vous voyez ici la composition du système. Vous avez deux, comme des roues dentées ou deux manchons où il y a des dentures bombées à ce niveau-là, montées sur l'arbre moteur et l'arbre récepteur. Aussi, le manchon doit avoir des dentures intérieures pour le montage. D'accord? Des dentures à l'intérieur et des dentures sur les deux manchons. Voilà, on va voir l'animation pour mieux comprendre. Voilà. Donc, à ce niveau-là, vous voyez, il va permettre un décalage, vous voyez, angulaire, comme il peut avoir ce qu'on appelle un décalage axial, comme c'est indiqué ici, des alignements axial et angulaire. Voilà. Toujours, ce type d'accouplement ne permet pas ce qu'on appelle un écart en torsion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir l'avancement de cette pièce dans un sens ou dans l'autre par rapport à l'autre pièce. Maintenant, on va traiter le joint de cardan. Bon, le joint de cardan, il a un symbole spécifique comme ceci, vous le voyez. Bon, c'est un cas spécial, donc permet aux arbres d'avoir une liberté angulaire variable et relativement importante au cours de fonctionnement. Si on s'intéresse à cette animation du joint de cardan simple, on peut remarquer que la transmission, elle continue même si l'angle ici, il peut arriver à 60 degrés. Donc ici, vous avez une fourche sur l'arbre moteur, une autre sur l'arbre récepteur, et entre les deux, il y a un croisillon sous forme de symbole plus. Donc on l'appelle croisillon. Et vous voyez qu'on peut augmenter l'angle de décalage entre l'arbre moteur et l'arbre récepteur. Bon, on voit maintenant les composantes. Vous voyez ici le croisillon. Donc vous avez des cylindres orthogonaux, perpendiculaires. Chaque cylindre est guidé en rotation sur une fourche. Donc vous avez une fourche à ce niveau-là, donc elle va supporter ces deux cylindres, et pour les autres, ils vont être logés dans les trous de fourche abrite. Bon, le guidage doit être précis, c'est pour cela qu'on a utilisé à ce niveau des roulements à aiguille. Bon, on va voir dans cette animation de joint simple ou joint de cardan simple. Bon. Comme la transmission, elle va nous permettre d'avoir un angle très important. Vous voyez ici, c'est un décalage angulaire qui arrive même à 60 degrés, mais ça présente un grand inconvénient, c'est ce qu'on appelle, il n'est pas homocénétique. Donc, les vitesses angulaires instantanées ne sont pas les mêmes pour les deux arbres. Donc, la transmission n'est pas homocénétique. Comme on le voit ici, dans cette représentation, vous avez l'arbre d'entrée, il tourne à une vitesse constante, c'est-à-dire à tout instant, on peut avoir la même vitesse, mais pour l'arbre de sortie ici, suivant l'angle, c'est-à-dire si on a ici pi sur 2, pi, 2pi sur 3, d'accord, et vous avez ici à 2pi, on peut avoir toujours la variation. Donc pour un tour complet, on peut avoir deux variations et elle est périodique. Vous voyez? Donc c'est pour cela que ce joint ne peut pas avoir une transmission instantanée homocénétique. On peut avoir une autre présentation, celle-là. Bon, vous avez ici qui est en vert, c'est l'arbre d'entrée. Donc vous voyez la vitesse, elle est constante. Pour l'arbre B de sortie, vous voyez qu'elle est variable chaque tour. Donc les vitesses instantanées, suivant la variation angulaire, ils vont varier.
Bon, comment on va remédier à ce problème? Tout simplement, on va utiliser ce qu'on appelle le joint cardan double. Double quoi? C'est-à-dire on va assembler deux joints de cardan simples. On voit ici dans cette représentation, l'arbre A et l'arbre B, leur vitesse est constante, ou sont constantes. L'arbre intermédiaire, vous voyez, la vitesse, elle est variable. Donc, notre joint, ça va nous permettre d'avoir à l'entrée et à la sortie une vitesse stable et homosynétique. Mais à condition, il faut que les axes des arbres doivent être parallèles, comme on le voit ici dans cette représentation. L'axe de l'arbre d'entrée et l'axe de l'arbre de sortie, ils doivent représenter le même angle, tel que alpha 1 est égal à alpha 2. Sinon, le problème n'est pas résolu. Bon, on peut voir dans cette animation réelle, dans la transmission arrière d'une voiture ou des camions ou des grands engins, vous voyez ici le fameux joint de cardan télescopique double. Bon, c'est le plus utilisé. Donc, il va nous permettre une variation de l'angle et de la longueur. Vous voyez ici, on voit à ce niveau-là, donc si au cours de fonctionnement, on voit les roues peuvent, sur un terrain où il y a des bosses et des creux, peuvent changer de position. Cet accouplement peut compenser les défauts de longueur à ce niveau-là et les défauts angulaires. Donc, c'est très important comme moyen de transmission entre deux arbres éloignés. D'accord? Vous voyez? Entre l'arbre moteur et l'arbre récepteur. Vous voyez à ce niveau. Bon, à ce niveau, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce qu'on appelle des cannelures. C'est la transmission linéaire par cannelure. Aussi, on peut trouver dans le domaine d'automobile ce qu'on appelle les joints tripodes. Voilà, il permet une transmission homosynétique sans utiliser de ce qu'on appelle joint. Donc, c'est un joint spécial. On voit ici, il est composé de ce manchon qui comporte 3 chemins sphériques à 120 degrés. D'accord? Ici, 3 sphères ou 3 portions de sphères qui sont guidées dans les chemins sphériques. Voilà, à ce niveau-là, on voit qu'on peut transmettre le mouvement avec un décalage angulaire, comme dans cette animation aussi. Autre type de joint utilisé dans l'automobile, domaine de l'automobile, ce qu'on appelle le joint de cardan automobile à billes. Alors, comme on a vu avec des sphères, on peut utiliser ici des billes. Bon, cette animation, elle représente, elle assimile ce qu'on appelle la roue d'une voiture. Donc ici, la roue, elle est montée à ce niveau-là. Ici, l'arbre moteur, et on voit qu'on peut changer la direction de la roue tout en transmettant le mouvement. C'est-à-dire, lorsqu'on est au cours de déplacement sur une voiture, on peut changer la direction, c'est-à-dire tourner les volants, et comme ça, la transmission, elle est transmise par un seul joint, ce qu'on appelle joint de cardan spécial. Et on le voit dans cette deuxième animation. Bon, chaque bille, elle a ce qu'on appelle un parcours, un chemin à poursuivre. Bon, on peut le rapprocher à une liaison, ce qu'on appelle rotule, mais qui ne permet pas ce qu'on appelle le décalage ou l'écart torsionnel. Voilà. Bon, jusqu'ici, on a terminé avec les accouplements. Maintenant, la question qu'on se pose, en cas de surcharge, on a vu qu'on peut cisailler des goupilles, qu'on peut cisailler des clavettes, et qu'on peut parfois, s'il y aura cisaillement, on peut même détériorer l'un des équipements de la chaîne de transmission, même le moteur ou autre organe. Maintenant, la question est comment protéger la chaîne de transmission. C'est pour cela qu'on va voir ce qu'on appelle le limiteur de couple. Comme le nom l'indique, c'est un mécanisme, c'est un dispositif qui va nous limiter le couple à transmettre. On va commencer toujours par le symbole de limiteur de couple. Voilà la définition. C'est un dispositif de sécurité, c'est très important, en cas de surcharge ou blocage d'une machine. Bon, le couple à transmettre est prédéterminé par réglage, c'est-à-dire on peut jouer sur le couple à transmettre suivant ce qu'on appelle les éléments de transmission ou la chaîne de transmission. Bon, on peut avoir deux types. Il y a transmission par friction, c'est-à-dire par frottement,
où il y a transmission par bille ou rouleau escamotable. C'est la deuxième solution. Voilà, on va commencer par l'émetteur de couple par friction. Nous voilà ici le dessin qui comporte certaines pièces. Bon, on dit que ce dispositif assure la transmission du mouvement de rotation entre l'arbre moteur 1 et le pignon à chaîne 3. Les garnitures 6A et 6B sont collées sur les pièces 2 et 4. Bon, l'entraînement se fait par adhérence de deux garnitures de friction sur le pignon 3 grâce à l'effort presseur F des rondelles élastiques agissant comme de ressort. On va expliquer tout ce qu'on a vu précédemment sur le schéma. Voilà, le départ, c'est notre arbre moteur, ici, qui est lié à la pièce 2, la pièce jaune ici, par l'intermédiaire d'une clavette, une rondelle et une vis. Bon, cette pièce, elle est aussi reliée à une pièce numéro 4 par l'intermédiaire d'une clavette. Mais la pièce 4, ici, comme on le voit, elle est libre en translation. Bon, ici, on a les deux fameuses rondelles élastiques. Bon, ces deux rondelles ici, donc ils vont agir par leur élasticité sur la pièce 4 qui va agir sur les garnitures 6A et 6B, voilà, en vert ici, et cet effort va engendrer ce qu'on appelle une pression à ce niveau, et la transmission, elle est faite par adhérence. Donc, il y aura ce qu'on appelle friction à ce niveau-là. Bon, comme on a dit, si je reviens, les deux garnitures sont solidaires. Donc, l'une est collée sur la pièce 4 et la deuxième, elle est collée sur la pièce 2. Bon, pour mieux comprendre, on va voir cette petite animation. Elle est très détaillée. Vous avez ici une charge normale, l'arbre moteur il tourne et la pièce rouge, c'est-à-dire le pignon ici, tourne. S'il y aura blocage, on remarque que la pièce ou le pignon 3 va s'arrêter et le système continue à tourner. Si le blocage ou la surcharge elle est annulée, on revient à l'état initial, c'est-à-dire transmission normale. Vous voyez? Donc, la pièce 3, s'il y aura un blocage de la chaîne ou du tapis roulant, ainsi de suite, le moteur continue à tourner, aucune pièce ne sera détériorée, et si on enlève ce qu'on appelle les anomalies, dans ce cas, la pièce continue à tourner. Donc vous voyez la nécessité, et qu'est-ce que ça veut dire? C'est un dispositif de sécurité. Voilà, c'est un accouplement par friction. On va voir maintenant le limiteur de couple à billes. Bon, dans ce cas, au lieu d'avoir des surfaces de friction, on intercale entre les parties menantes et menées des éléments solides tels que billes ou rouleaux qui assurent la transmission de couple grâce à la présence des logements. Donc on voit ici, pour les billes, il y a des logements dans lesquels elles peuvent être implantées. Bon, lors d'une surcharge, ces éléments se trouvent entraînés hors de leur logement. Il y a des accouplements de deux arbres. Bon, pour mieux expliquer, on va voir l'animation suivante. Voilà. Donc, c'est un limiteur de couple à billes escamotable. Bon, on va suivre cette animation. Vous voyez à ce niveau-là, si la lampe verte s'allume, c'est-à-dire qu'il y a des accouplements. Bon, vous voyez les logements des billes ici? Donc, voici des accouplés, c'est-à-dire l'arbre moteur il est libre par rapport à l'arbre récepteur. Voilà, il y a blocage, donc des accouplements. Comment ça se fait? Vous avez ici les rondelles élastiques. Sous l'effet des billes qui seront poussées par les logements, elles vont être compressées et comme ça, on peut libérer l'arbre moteur de l'arbre récepteur. Donc ici, c'est un accouplement à billes. On peut aussi remplacer les billes par des rouleaux, c'est la même chose, c'est le même principe. Vous voyez? Bon, maintenant la question, comment on peut régler le couple à transmettre? Tout simplement en agissant sur l'écrou ici pour serrer ou desserrer ce qu'on appelle les rondelles élastiques. Bon, on a dit régler le couple à transmettre. Comment on va calculer ce couple à transmettre? On va voir dans cette étude.
Donc, le couple maximal à transmettre ou transmissible, il est calculé d'après cette formule. Bon, est-ce qu'on va apprendre cette formule? Non, elle est toujours donnée, cette fameuse formule. Le couple à transmettre, il est égal à 2 tiers multiplié par petit n fois petit f fois une force F multiplié par grand R au cube moins petit r au cube divisé par grand R au carré moins petit r au carré. Bon, CT, c'est le couple est transmis entre l'arbre moteur et l'arbre récepteur en newton-mètre d'unité. Bon, N, c'est le nombre de surfaces de friction ou frottement. Petit f, c'est le coefficient de frottement. Grand F, c'est le fort presseur en newton. Grand R, c'est le grand rayon de la surface de friction en millimètres. Et petit r, c'est le petit rayon de la surface de friction en millimètres. Pour mieux comprendre comment on va utiliser ces paramètres, on va commencer par une première application qui est la suivante. Voilà, la question est déterminer le couple maximal transmissible. Ici, on va étudier rapidement ce type d'accouplement. Bon, c'est un accouplement comme on le voit ici par friction. On voit ici la pièce en mauve ici, c'est la pièce 1. Voilà, elle est en 3D, sur laquelle il est collé 2 garnitures. Donc, garniture à gauche, garniture à droite. On voit sur 3D. Ici, on a 2 flasques. Vous avez le flasque jaune, ici, numéro 2, et le flasque 7. D'accord? Le bleu. Ces 2 flasques sont maintenues par des boulons avec des rondelles élastiques. Vous voyez ici les rondelles élastiques numéro 4. D'accord? Bon, sous la pression de ces rondelles, on peut créer une force pressante sur les surfaces ici de frottement parce qu'à ce niveau-là, il y a contact de 2 surfaces planes, donc contact plane entre 2 surfaces de friction. Bon, on va voir les questions maintenant. On donne la formule toujours et l'action des ressorts 4, grand F est égal à 500 newtons, c'est-à-dire les rondelles ici présentes vont produire une force ou un effort presseur égal à 500 newtons. Le coefficient de frottement est petit f égal à 0,4. Bon, elle dépend de la matière utilisée. C'est pour cela qu'on utilise des garnitures rapportées, c'est pour augmenter ce qu'on appelle le coefficient de frottement. Maintenant, pour calculer le couple ici, de quoi on a besoin? On a besoin de tous les paramètres. Si on regarde, on remarque qu'on a N qui est inconnu et les 2 rayons, le grand rayon et le petit rayon. Bon, pour commencer, on va déterminer le grand rayon. Bon, c'est quoi le grand rayon? On a dit c'est le grand rayon de la garniture. Où se trouve? Donc, à partir du centre ici, voilà, on va chercher le point le plus éloigné sur le rayon. Donc, c'est grand R. Sur le plan maintenant, si on a un dessin, on va chercher le point le plus éloigné ici, et à partir de l'axe, on va tracer le rayon. Bon, ici, dans notre cas, on va trouver que R est égal environ à 56 mm. La même chose pour le petit rayon. Voilà, à partir du centre, on va chercher le point le plus proche, c'est notre petit rayon. Sur le plan ici, la même chose. Le point le plus proche de l'axe, c'est celle-là. Et voilà, on peut déterminer le petit rayon. Dans notre cas, on a trouvé environ 34 mm. Ce qui reste maintenant, c'est le nombre de surfaces de contact. Bon, si on a bien compris le dessin et la pièce, vous avez ici une surface à droite et l'autre surface à gauche. Donc, vous avez ici une surface et ici une deuxième surface. Voilà, donc pour N, on va trouver 2 surfaces en vert ici, donc surface à droite et surface à gauche. Et on va écrire que notre N, elle représente 2 surfaces de frottement. Voilà la question. Maintenant, on va faire une application numérique directe parce qu'on a tous les paramètres. Voilà, rapidement, c'était, on remplace, on va trouver une valeur égale à 18 358,5 Nm. Bon, pourquoi on a trouvé Nm? Parce qu'on a la force en newton et ici vous avez millimètre au cube sur millimètre au carré, on va trouver millimètre. Newton fois millimètre. Mais il faut faire très attention que le couple doit être exprimé en newton-mètre. C'est pour cela qu'on doit multiplier par 10 moins 3. D'accord? La question maintenant, comment modifier le couple à transmettre dans notre cas? C'était, on a dit que
ce type d'accouplement nous permet d'augmenter ou de diminuer le couple, ça dépend du cas. Bon, c'est simple. En agissant sur les écrous ici, si on avance l'écrou, c'est-à-dire si on va serrer l'écrou, on va augmenter l'effort presseur, c'est-à-dire F va augmenter, puisque dans notre formule, le couple il est proportionnel à cette force pressante, dans ce cas, on peut augmenter. Dans le cas inverse, si on desserre, si on dévisse l'écrou, dans ce cas, on peut minimiser le couple à transmettre. Je crois que c'est ça. Une deuxième application, c'est la suivante. Bon, on va revenir à notre convoyeur à bande ici. Donc, on donne, voir schéma ci-contre. La vitesse du moteur est N1 égale à 1500 tours par minute. Le couple nécessaire au convoyeur est CC égale à 20 Nm, c'est-à-dire le couple à ce niveau-là, pour transmettre la charge sur le tapis roulant, il a besoin d'un couple égal à 20 Nm. Le nombre de dents du pignon moteur est Z3 égale à 25 dents, donc le pignon 3, monté sur l'axe moteur, comporte 25 dents. La deuxième, donc le nombre de dents du pignon de convoyeur à ce niveau-là, pignon d'entraînement de convoyeur, elle comporte 75 dents. Voilà les données. Bon, on va se rappeler un peu ce qu'on a étudié en troisième année. Calculer le rapport de transmission petit r entre le moteur et le convoyeur et déduire la vitesse de rotation du pignon de convoyeur NC. Bon, on va commencer par le rapport de transmission. C'est quoi un rapport de transmission? Tout simplement, si on a un nombre de dents, comme on a vu en troisième année, si on a un nombre de dents, le petit r doit être égal à la roue menante sur la roue menée, c'est-à-dire le nombre de dents de la roue menante, dans notre cas, c'est la roue motrice, c'est 3, sur la roue menée, qui doit être entraînée en rotation, donc on peut écrire que R est égal à Z3, la menante, sur ZC, la menée. On remplace, vous trouvez 25 sur 75, c'est égal à 1 sur 3. Maintenant, comment on va déterminer la vitesse de rotation du pignon de convoyeur NC? Dans notre cas, on a la vitesse de rotation du moteur N1. Pardon. Pour déterminer la vitesse de sortie, on va appliquer la formule de rapport aussi. On peut écrire R de la façon suivante. Je crois que vous connaissez aussi. Dans ce cas, on va faire la quotient de la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée. C'est l'inverse. D'accord? Dans ce cas, on va mettre NC sur N1 ou NM. De quoi on a besoin? On a besoin de calculer NC. Donc, NC, c'est égal à R multiplié par N1. C'est égal à 1 tiers multiplié par 1500. Ça nous donne 500 tours par minute. Donc, l'axe où le tambour sur lequel est monté le tapis va tourner à 500 tours par minute. La deuxième question, on va déterminer la puissance PC au niveau du convoyeur. Donc, la puissance au niveau du convoyeur. Bon, comment on va déterminer cette puissance? On connaît que la puissance P, elle est égale, comme on a dit précédemment, à C oméga, c'est-à-dire le couple fois une vitesse angulaire. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a le couple, d'accord, sur le pignon d'entraînement ou sur l'axe du tambour, mais on n'a pas le oméga. Mais qu'est-ce qu'on a encore? On a la vitesse de rotation. C'est quoi oméga? Bon, on peut écrire ici la puissance est égale à oméga fois le couple, donc oméga C, c'est-à-dire de pignon de convoyeur, fois le couple de convoyeur. Avec oméga, comme on le connaît, tout le monde, est égal à pi fois la vitesse de rotation sur 30. Bon, oméga, dans notre cas, elle est exprimée en radians par seconde, et la vitesse, elle est exprimée en tours par minute. Bon, si on remplace oméga ici par pi NC sur 30, on va trouver ce résultat. Donc, la puissance au niveau de convoyeur, elle est égale à pi fois 500 fois 20 sur 30. On trouve environ 1046,6 watts. Voilà. Maintenant, on passe à la troisième question. Déterminer la puissance PM et le couple CM au niveau du pignon moteur. C'est-à-dire, on va déterminer la puissance produite par le moteur et le couple aussi. Si le rendement de transmission pignon-chaîne est égal à 0,86, c'est-à-dire 90%. Parce que toujours pour une transmission, on aura toujours des pertes et le rendement n'est jamais égal à 1.
Bon, comment on va déduire ça? Juste, il faut savoir que le rendement, il est égal toujours à la puissance de sortie sur la puissance d'entrée. Dans notre cas, la puissance sortie, c'est PC, du convoyeur. Sur la puissance d'entrée, c'est PM. Bon, on a la puissance ici, PC, qu'on a calculé précédemment. Pour déterminer PM, il suffit de faire la puissance du convoyeur sur le rendement, et comme ça, on peut trouver 1217 watts. Maintenant, le couple. Donc, on va déterminer le couple du moteur. C'est simple, il suffit de multiplier, de diviser la puissance sur la vitesse angulaire. Donc, Cm, on va diviser la puissance du moteur sur oméga m. Avec oméga m ici, c'est pi fois Nm ou N1, c'est la même chose, sur 30. Si on fait le calcul, l'application numérique, on va trouver 7,75 Nm. Vous voyez toujours qu'on calcule ou on détermine le couple en Nm. On passe maintenant à notre quatrième question. On donne ici la formule avec Ct qu'on a calculé précédemment égal à Cm égale à 7,75 Nm. L'action des rondelles, elle est donnée, elle est égale à 400 Newton. Le coefficient de frottement petit f ici est égal à 0,35. Aussi, on connaît le nombre des surfaces de contact ou de friction petit n égale à 2. La question maintenant, on va déterminer les rayons grand R et petit r des garnitures 6A et 6B, des garnitures en verre, avec grand R est égal à 2 fois R. Bon, on a toutes les données ici, sauf le grand rayon et le petit rayon. Mais on a cette relation. C'est simple mathématiquement. On va écrire la relation et on va remplacer grand R par 2 petits r. Bon, si on a ici grand R au cube, donc ça sera 2 au cube, ça donne 8, et petit r au cube. Donc ici, 2r au cube, ça donne 8r au cube. L'autre, ça reste la même, donc moins petit r au cube. Pour le carré ici, pour le r au carré, donc on va remplacer 2r, donc 2r au carré, ça donne 4r au carré, et vous avez ici le deuxième paramètre. Bon, vous avez 8 ici, moins 1, ça donne 7, 4 moins 1, ça donne 3. Donc on va trouver la relation suivante, 2 tiers fois n fois petit f, fois la force, fois 7 tiers fois r. Bon, le r, donc vous avez ici 7r3 sur 3r2, donc r3 sur r2, ça donne petit r. Bon, ici c'est un problème de mathématiques qu'on peut résoudre facile. Vous voyez? Maintenant, ce qui reste, l'inconnu, c'est petit r. Une petite équation, ça nous donne que petit r est égal à 9 cm, parce qu'on va diviser ici 3 fois 3, donc multiplier, 3 fois 3, ça donne 9, et on va diviser sur 14. D'où ça provient 14, c'est le 2 fois 7. Donc on va trouver 9 couples moteurs sur 14 fois petit n fois petit f fois grand F. Si on fait l'application numérique, on va trouver un diamètre égal environ à 17,8 mm. Bon, maintenant le problème est résolu. R est égal à 2R, donc le grand rayon, ça sera égal environ à 35,6 mm. Voilà, on a terminé avec cette étude et on va faire une page de synthèse comme résumé. Rapidement, on a les accouplements permanents, on a accouplement rigide, vous voyez ici, ils ne permettent aucun défaut, vous voyez ici dr égale à 0, dA égale à 0, dα égale à 0, dθ égale à 0. Donc, ils ne permettent aucun défaut d'alignement. Voilà les symboles. Le deuxième type, ce sont les accouplements élastiques. Bon, ici, flexibles en torsion. Donc, vous voyez ici, ils permettent tous les défauts. C'est l'inverse des accouplements rigides. Donc, dr, dA, dα et dθ sont différentes de 0. Et voici le symbole. Le troisième type qu'on appelle accouplement positif ou flexible. Bon, ici, tout simplement comme les accouplements élastiques, mais non flexibles en torsion. Voilà, ils permettent d'avoir un décalage ou des alignements radial, axial et angulaire. Mais pour le décalage, ce qu'on appelle l'écart torsionnel, il n'est pas permis. Voilà le symbole de
Et enfin, on va trouver les joints de cardan et assimilés. Il permet tout simplement un défaut d'alignement angulaire D alpha. Donc voilà le symbole de ce type d'accouplement, ce qu'on appelle joint de cardan. Bon, j'espère que j'ai bien expliqué, que vous avez bien assimilé. Donc c'est la fin de notre leçon. Merci pour votre attention et à bientôt.